Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En tant que maire de Caron, je suis très heureuse de vous accueillir nombreux dans cette salle au sujet de l'eau. Vous savez qu'à Caron, on a la particularité d'être en régie autonome et que donc c'est nous qui gérons en communal la partie eau et assainissement. Donc la thématique de l'eau est une thématique qui intéresse beaucoup les Carombais. Nous sommes fiers d'avoir notre eau et notre eau de source. Donc déjà, c'est un mot de bienvenue à vous, vous qui venez de villages voisins. Je vois beaucoup de personnes, des maires aussi. Je remercie les maires qui sont venus. Et donc on accueillera aussi Jérôme là, qui arrive, qui est président du syndicat Rhône Ventoux. Donc merci à tous. En tant que présidente du GAL Ventoux, du groupe d'action locale qui s'occupe des financements leaders, ces financements qui viennent de la politique agricole commune, mais je suis aussi fière d'avoir participé avec tout mon groupe, et il y en a qui sont présents ici, à ce choix, parce que vous avez présenté un projet donc, européen pour obtenir le financement pour ces conférences. Donc c'est un cycle de 4 conférences que vous avez déjà fait la première version à la boiserie à Mazan. Aujourd'hui, c'est la version numéro 2, enfin, la suite, et il y en aura encore 2 autres. Donc, nous avons été conquis lors de la présentation de ce projet parce que l'eau, c'est le bien commun, il faut l'économiser et on est très heureux aujourd'hui de rencontrer le monsieur qui va nous en dire plus sur la façon de faire des économies et il y aura certainement des échanges très précieux. Donc, je vous rends le micro. Je ne suis pas plus longue. Je vais vite m'asseoir pour écouter tout ce que vous avez à dire. Merci en tout cas d'être venu à Caron, peut-être de loin. Je ne sais pas d'où vous venez. Ah, de l'Isère. Voilà. En tout cas, merci et je vous rends le micro. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Madame Michelier de nous accueillir dans cette salle de Caron. Je suis Julien Deséchos du magazine Sans Transition et j'ai le plaisir d'animer cette rencontre effectivement qui s'inscrit dans un cycle de 4 conférences intitulées Les pieds dans l'eau, qui a démarré en septembre dernier à la boiserie de Mazan avec Charlène Descolonges et qui va se poursuivre jusqu'à l'été 2026. Lors de la première édition, nous avons pu partager le constat de l'état de la ressource en eau sur le territoire. C'était avec la Maison régionale de l'eau, en inscrivant le propos dans une prospective face au changement climatique. Charlène Descolonges a pu de son côté préciser ce qu'était l'hydrologie régénérative, une solution pour régénérer les cycles de l'eau douce par l'aménagement du territoire. Ce projet collaboratif, et comme l'a rappelé Madame le maire, est soutenu par le programme Leader porté par le GAL Ventoux. Et je précise en ajoutant qu'un comité d'orientation composé d'une dizaine d'acteurs locaux s'est réuni depuis cet automne pour préciser le contenu de ces rencontres. Et j'ai le plaisir de coordonner ce groupe. Et donc c'est le moment pour moi de les remercier aussi pour leur travail à mes côtés dans cette co-construction. Je vais les citer brièvement. Et ensuite, on va démarrer, bien sûr, cette soirée. L'association Volubilis, le département du Vaucluse, France Nature Environnement PACA, la Fondation Massif, l'Agence régionale de la biodiversité, le Parc du Ventoux, le CPIE du Vaucluse, ainsi que la Chambre des métiers ou encore la CRES PACA. Voilà, merci à vous toutes et tous pour le temps précieux accordé à forger collectivement ce projet. Ceci étant dit, et bien sûr, en remerciant l'ensemble de nos partenaires pour cette nouvelle rencontre intitulée « Économie d'eau », comment récompenser la sobriété? J'ai le plaisir de recevoir à ma droite l'auteur d'un récent ouvrage baptisé « Solutions fondées sur la nature, une réponse aux défis environnementaux et sociétaux ». Cet ouvrage est sorti aux éditions Coué cette année. Bonsoir Freddy Ray. Bonsoir Julien, bonsoir à tous et à tous. Et donc vous nous venez d'Isère, c'était la question de Madame Michelier, voilà, un territoire sur lequel vous avez investi la politique de l'eau et on va y revenir juste après, puisque vous en avez fait votre cheval de bataille. Mais avant de vous présenter plus en détail, je vais déjà donner le programme de cette soirée qui se divise en 3 séquences. La première sous forme d'un grand entretien d'environ une demi-heure avec vous, Freddy, que je vais animer, suivi d'une table ronde avec 3 acteurs du territoire. L'un d'entre eux a été cité tout à l'heure, Jérôme Boultin, président du syndicat Rhône Ventoux, mais également André Bernard, président de l'ASA de Carpentras, le canal de Carpentras, et Carole Toutain, chef du service agriculture, eau et environnement au département
du Vaucluse. Nous terminerons cette rencontre par un échange avec la salle. Donc vous préparez vos questions. Voilà. On ne va pas les prendre au fil de l'eau, si j'ose dire. On va les prendre en dernière partie dans cet échange participatif qui sera suivi d'un apéritif proposé par la Biocoop L'Ozone de Carpentras, que je remercie également. Et j'en profite pour terminer mes remerciements, de remercier aussi l'entreprise Ceres Flore qui nous a mis à disposition ces végétaux locaux, méditerranéens, qui nous permettent d'agrémenter cette salle et qui ont eux aussi bien besoin d'eau pour pouvoir continuer à vivre le plus longtemps possible. Freddy Ray, vous êtes directeur de recherche en écologie ingénierale et ingénierie, je vais y arriver, écologique. Vous développez depuis plus de 20 ans des activités de recherche et d'expertise. Vous travaillez notamment à concilier la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. C'est la GEMAPI. Vous êtes spécialisé, je le disais, sur les solutions fondées sur la nature pour la protection contre les risques naturels. Et vous êtes, et j'en termine avec cela, également conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, vice-président en charge du cycle de l'eau de la communauté d'agglomération du pays voironnais. Et allez, on va au bout, vice-président du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère et du syndicat interdépartemental de Guiers. C'est de ces affluents. Quel CV, Freddy. Donc forcément, cette question de l'eau, vous la connaissez puisque vous avez mis en place dès 2023 un plan eau pour préserver la ressource, recherche de fuites, renouvellement des canalisations. Peut-être on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi est-il question dans ce plan eau, Freddy, puisque c'est par ça que vous avez agi ces dernières années sur votre territoire. C'est bien cela. Et puis, on va vous projeter quelques diapositives pour étayer un petit peu mon propos. Puis, je vais essayer de prendre les différentes casquettes qu'on vous a indiquées. Mais avec cette première diapositive, je vais prendre la casquette du vice-président qui est en charge du cycle de l'eau. Je vais tout de suite préciser que c'est pour une communauté d'agglomération, celle du pays voironnais, à peu près 100 000 habitants, une ville-centre de 20 000 habitants. Et pour l'eau potable et même pour les eaux usées, nous sommes en régie, pour une partie en tout cas du territoire. Et donc ce qu'on vous montre ici, c'est le schéma qui représente un plan eau stratégique que nous avons mis en place à l'année 2023. Donc si vous vous souvenez, 2022, sécheresse estivale, 2022-2023, sécheresse hivernale. Donc la prise de conscience qu'il faut faire des choses importantes sur l'eau. Et donc on a immédiatement mis en place ce plan stratégique qu'on a traduit à travers un schéma. Et vous voyez à peu près ici un ensemble d'actions. Alors vous ne voyez pas tout, mais je peux vous le détailler un petit peu. Allez-y, Freddy. Je peux me déplacer ou il faut que je reste assis ? On peut se déplacer un petit peu, allez. Allez, parce que... Bon, en gros, vous devez retenir que ici vous voyez apparaître... un bassin versant qui va aller jusqu'à une partie un peu plus urbanisée. Et on a représenté sur ce schéma, en bleu, ce que la collectivité peut faire et en vert, ce que les particuliers peuvent faire. Et on a un circuit qui vous montre différents types d'actions et on a investi chacune de ces actions-là. Si je vais assez vite pour vous le présenter, on partait depuis les captages, depuis les sources, en se disant qu'il fallait au final prélever le moins possible dans le milieu, avec des possibilités peut-être d'aller chercher d'autres sources, mais finalement, ce n'est pas la solution retenue parce que ça veut dire que vous allez puiser d'autant plus dans les nappes. Donc on a fait des choses qui étaient plutôt différentes. D'abord, on est allé s'interconnecter avec d'autres collectivités. C'est une sécurisation. Au cas où vraiment on est des moments où on n'a pas assez d'eau, c'est un robinet de secours qui est mis en place avec les voisins et que l'on peut ouvrir en cas de besoin pour une collectivité qui, elle, avait de l'eau en abondance. On est près des montagnes par chez moi. Bien sûr aussi, c'est ce qui est représenté ici, la recherche et la réparation des fuites. Ça, c'est un élément essentiel. On court après l'urgence avec des réseaux vieillissants. Donc là, on a mis quelque chose en place avec des équipes dédiées, avec des financements dédiés. On a ensuite mis en place des systèmes de récupération d'eau brute, ce qu'on appelle de l'eau brute. L'eau brute, c'est l'eau de pluie, une eau de ruissellement, ou bien des eaux qui ne sont pas traitées, donc de l'eau non potable, mais que l'on récupère et que l'on met dans des réservoirs qu'on récupère parce qu'ils sont abandonnés, et on met ça à disposition des usagers gratuitement avec des systèmes de bornes. Vous voyez après qu'on peut s'en servir pour remplir les camions de pompiers, pour le lavage des voitures, l'arrosage. Et puis bien sûr, on en reparlera aussi, tout ce qui concerne la réutilisation des eaux usées traitées, la réhute. On a mis en place une étude d'opportunité pour voir ce qui était possible de faire. Donc on a investi tous ces domaines-là, et puis bien sûr, on a mis dans le même bateau tous nos abonnés, tous les usagers, en faisant des campagnes de sensibilisation, en faisant des aides financières
pour l'acquisition de récupérateurs d'eau et en les incitant à utiliser cette eau également pour leur arrosage, à avoir les éco-gestes du quotidien, donc ne pas laisser couler la douche, le robinet, prendre plutôt des douches que des bains, et à s'équiper avec des citernes. Donc on a à la fois des systèmes de réservoirs, de citernes, de grosses citernes communales, de citernes enterrées, pour faire en sorte que, notamment, on perde le moins d'eau possible, on prélève le moins possible dans les nappes ou dans les cours d'eau, et qu'on utilise de l'eau brute là où on n'a pas besoin d'avoir de l'eau potable. Alors, on a bien compris maintenant le plan dont vous avez parlé. Comment embarquez-vous les entreprises dans cette dynamique-là? Vous avez parlé collectivité, vous avez parlé particulier, mais les entreprises, comment agissent-elles? Alors, par exemple, ici, sur le schéma, les entreprises, on pourrait les situer à 2 niveaux. Par exemple, il y a toutes les entreprises qui vont utiliser de l'eau pour du lavage. Lavage de voirie, lavage de voitures, lavage de tuyaux aussi, les entreprises qui sont sur un nettoyage d'eau usée en particulier, et qui bien souvent utilisent quoi? Eh bien, de l'eau potable. Donc le fait de leur mettre à disposition cette eau brute, une eau qui ne coûte rien, je vous rappelle qu'on la met à disposition gratuitement, cette eau, eh bien, fait que eux, ils sont équipés avec les systèmes pour venir récupérer l'eau sur nos bornes d'eau brute, et donc ils peuvent utiliser cette eau en substitution d'une eau potable dont ils n'ont pas besoin. L'autre exemple que je peux citer pour les entreprises, c'est sur la réhute, sur la réutilisation des eaux usées traitées. On en parle beaucoup de cette réhute. Vous voyez ce que c'est la réhute, c'est-à-dire que l'eau est traitée dans la station d'épuration, en général elle est rejetée dans le milieu naturel, on lui fait faire une nouvelle boucle d'usage pour différents process, et puis après elle revient à la station d'épuration, et puis là elle peut soit refaire une boucle, soit être rejetée dans le milieu naturel. Et bien cette boucle, on en parle souvent pour l'arrosage en agriculture, mais vous avez aussi beaucoup d'entreprises, notamment industrielles, qui utilisent de l'eau, et bien souvent même de l'eau potable. Par exemple, sur ma communauté d'agglomération, il y a une zone d'activité et vous avez une entreprise qui est spécialisée dans l'aluminium. Ils font les fuselages pour les fusées SpaceX, vous voyez de quoi je veux parler. Eh bien, ils ont des fonderies et ils ont besoin de refroidir les installations dans leur process. Ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils prennent l'eau dans la nappe. Eh bien, avec ce système-là, on leur fournit une eau qui nécessite un petit traitement complémentaire, mais qu'ils peuvent utiliser pour refroidir leur process. Et c'est autant d'eau qui n'est pas utilisée, qui n'est pas puisée au niveau des nappes. Alors dans ce plan, il y a aussi des actions plus expérimentales qui concernent les eaux brutes, ces fameuses eaux perdues lorsqu'elles retournent au milieu. L'idée de les mettre à disposition des particuliers, des entreprises pour des usages pour lesquels nous n'avons pas besoin d'eau potable. Après 2 années, quels résultats avez-vous obtenus sur cet axe-là, Frédéric? Et je vous invite on va revenir un petit peu plus tôt sur le plateau parce qu'il y a aussi la captation vidéo. Par contre, si vous avez besoin pour indiquer, il y a le beeper, très rouge. D'accord. Donc il y a peut-être une diapositive juste après. Voilà, exactement. Qui doit arriver. 3, 2, 1. Mais c'est moi qui. Ah mais d'accord, c'est moi qui l'a. C'est bon, voilà. Ok. Bon, ça c'est une petite illustration pour vous montrer le principe de l'eau brute. Alors l'eau brute, ça peut être une eau de pluie, une eau de ruissellement, une source qu'on n'utilisait plus. Donc on ne cherche plus à traiter l'eau, hein, on la prend, on la stocke, et puis elle est mise à disposition. Alors après, on se dit quel est l'impact de ce type d'installation-là. Dans ma propre communauté d'agglomération, on a mis en place, actuellement il y a 3 réservoirs. Il y en a un qui fait 500 mètres cubes, il y en a un deuxième qui fait dans les 200 mètres cubes, et puis on en a un troisième de 130 mètres cubes qui va arriver. À cela, vous ajoutez tous les systèmes de récupération d'eau de pluie. Donc on a un système financier incitatif qui fait qu'il y a à peu près 500 récupérateurs d'eau de pluie qui ont été achetés les 2 premières années. Et puis après, évidemment, il y a tout le reste, la réparation des fuites. Bref, pour vous donner un petit peu ce que ça a pu donner, au bout d'1 an, après 1 an de mise en place du plan, on était arrivé à faire moins 10% de prélèvements dans nos nappes. Moins 10%. Je vous rappelle que le plan eau du gouvernement demandait à faire moins 10% pour 2030. On l'a fait en 1 année. On prélevait 7 millions de mètres cubes. Ça fait des quantités en moins. Allez, je vais vous dire, la deuxième année, on est arrivé à moins 15% sur l'année. De 7 millions de mètres cubes, on passe à 6 millions de mètres cubes prélevés. J'aime bien vous donner l'équivalence, c'est 400 piscines olympiques. Donc chaque année, on prélève 400 piscines olympiques en moins dans notre milieu. Ça, c'est un premier résultat.
Un deuxième résultat, c'est le rendement. Vous savez ce que c'est le rendement? C'est par rapport à l'eau que vous prélevez dans le milieu, elle arrive dans votre réservoir, et cette eau ne va pas arriver intégralement au robinet, ça part dans les fuites. Donc ce qu'on appelle le rendement, si vous avez 60% de rendement, il y a 60% de l'eau prélevée qui arrive effectivement au robinet. Le reste est perdu en route. Sur ma communauté d'agglomération, on était à 70%, on est passé à 78%. On a même 70%, c'est déjà entre guillemets un bon chiffre ou pas, pour qu'on comprenne? Alors que je ne dise pas de bêtises, la moyenne nationale doit être autour de 68%, Oui, donc, mais vous avez une grosse différence entre les systèmes urbains et les systèmes ruraux. Dans les milieux urbains, vous avez très peu de kilomètres de canalisation pour une grande quantité de personnes, donc on peut atteindre des 90-95% de rendement. Les milieux ruraux, on est bien souvent en dessous. Alors, vous ne le répéterez pas, il y a un endroit en France où, je ne vous dirai pas où, ils sont à, vous êtes assis, 17% de rendement. Je ne vous dirai pas où, n'insistez pas. Vous nous le direz tout à l'heure. Peut-être sous le coude. Lors de l'apéritif. Je ne bois Ok. pas. Donc nous, on était à 70, c'est pas mal, c'est une moyenne pour un milieu rural, mais monter à 78, on a même frôlé les 80%. Pour vous dire, c'est presque un plafond de verre déjà. Mais moi, je pense qu'on peut encore aller au-delà. Par contre, on a vraiment mis le moyen dans tout cela, dans ce système-là. Et puis, on pense que c'est à la fois le système de tout ce qu'on a pu mettre en place au niveau de la collectivité, mais aussi de l'implication des personnes. On a mesuré ce que ça pouvait rentrer, à quoi ça pouvait correspondre. On pense que c'est 50-50. Le résultat qu'on a eu, c'est à peu près la moitié de ce que la collectivité a fait, et la moitié ce que les gens ont fait dans les gestes du quotidien. Et donc, ça donne un système relativement équilibré, c'est aussi ça l'idée. Et avec cette notion qu'on introduit aussi ce soir, cette notion de récompense de la sobriété, Freddy. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage vraiment, comment vous avez construit finalement ce projet autour de la réponse? Voilà, on voit bien la logique, on se dit, voilà, je fais mieux, donc j'en profite. Enfin, tout le monde en profite. Mais voilà, comment ça se construit à l'échelle d'une politique de l'eau? Alors là, on avait fait un pari qui était de se dire on va mettre en place une stratégie, on veut que ce soit gagnant-gagnant. Sur le schéma, j'ai même mis une stratégie financière gagnant-gagnant. Est-ce que finalement, en étant sobre sur la consommation en eau, est-ce qu'on peut s'y retrouver financièrement sur la facture d'eau? Donc sur le schéma ici, c'est un petit peu le raisonnement qui avait été mis en place. Tout le monde s'y met, la collectivité s'y met, ça c'est ce que je vous ai dit. On fait le plan eau, on renouvelle nos canalisations, on augmente le rendement, on met en place des systèmes de récupération d'eau brute, on aide les particuliers aussi à s'équiper avec des récupérateurs d'eau de pluie. Et puis, bien sûr, on a fait d'énormes campagnes de sensibilisation. Donc, les magazines de l'intercommunalité, tous les journaux communaux, les abribus, la presse locale, bien entendu, des systèmes incitatifs pour que les gens prennent conscience d'eux. Et à partir de là, on sait que tout le monde s'y met. Et puis ce que je vous ai mis sur le petit en rouge, là aussi, vraiment, ça c'est primordial. C'est le fait de se dire, de l'eau potable, on l'utilise comme ça à foison, sans se demander si on en a vraiment besoin ou pas. Le système de substitution de l'eau potable par une eau qui ne l'est pas, mais qu'on peut utiliser dans bon nombre d'usages, fait que là, il y a vraiment quelque chose à gagner. Donc le système d'eau brute, il est vraiment important là-dedans. J'ajoute qu'on est quand même sous des latitudes dans lesquelles il pleut, et c'était l'idée de gérer le paradoxe entre trop d'eau à certains moments de l'année et pas assez d'eau à d'autres moments. Il faut qu'on puisse gérer ces flux. Ça fera le lien aussi avec le territoire ici en Vaucluse, on en parlera également après. Donc comment vous avez fait? Eh bien justement, avec ce système-là, on gère les flux d'eau et puis on fait en sorte que l'eau soit par moments retenue, ralentie, utilisée, réutilisée. Bref, vous avez vu, dans l'espace et dans le temps, on essaie de faire en sorte que le cycle de l'eau il soit appréhendé avec de la hauteur et vraiment dans sa globalité. Il y aura un lien avec le grand cycle aussi là-dedans. L'eau qu'on rejette dans les cours d'eau, la qualité de l'eau, tout ça c'est relié et ça aussi on l'a mis en place. Et puis l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on peut récompenser les gens pour ce qu'ils font avec nous. La première récompense, c'est déjà d'avoir de l'eau au robinet. Parce qu'il commence à avoir quelques robinets dans lesquels, à certains moments de l'année... Tout au long de l'année donc. Et de l'avoir tout au long de l'année. Mais c'était surtout de se dire financièrement comment est-ce que ça peut fonctionner. Et là, il faut regarder comment fonctionne une facture d'eau. C'est assez complexe. Et en plus, ça a changé récemment avec les systèmes de l'Agence de l'eau et de ses redevances. Mais je fais simple. Déjà, si vous consommez moins, il y a un prix au mètre cube au-delà de l'abonnement. Si vous consommez moins, votre facture d'eau, elle doit s'en ressentir. Tout dépend après s'il y a une augmentation du prix de l'eau. Et ça, j'y viendrai après. Mais déjà, la sobriété se ressent à ce niveau-là.
Et ensuite, avec le système de redevance des agences de l'eau, il faut quand même savoir que la facture d'eau, on répercute dessus la performance des services à 2 niveaux, sur le prélèvement dans les milieux et sur la performance, notamment en termes de rendement, le fait qu'on ne perde pas l'eau en cours de route. Donc dans le système des redevances de l'agence de l'eau, il y a aussi une partie de ce que vous consommez au mètre cube qui est fixée avec quelques centimes, et ces centimes-là, ils sont pondérés. Il y a un coefficient de pondération. Si le service est performant, eh bien, c'est répercuté sur votre prix. Et ça dépend du service, ça ne dépend pas de l'abonné. Mais si le service est performant, ça se répercute sur la facture de l'abonné. Donc, avec ce système-là, vous devez avoir, avec ces 3 systèmes vertueux, où vous êtes par rapport à la consommation qui baisse, prélèvement dans les milieux qui baisse et rendement qui augmente, tout ça doit pouvoir se répercuter sur la facture d'eau. Et après, le paramètre qui vient en plus, c'est le prix que vous fixez. Dans notre communauté d'agglomération, depuis plusieurs années, notamment depuis le plan ICI, nous n'avons pas augmenté le prix de l'eau, hors inflation. On laisse toujours l'inflation dessus. Cette année, on est autour de 1%, un peu plus, mais on a laissé le prix tel qu'il était. Oui, voilà. Donc, vous avez compris, si le prix de l'eau que nous fixons, nous, n'augmente pas, avec ces éléments que je vous ai indiqués, vous êtes performant, la facture doit pouvoir baisser. Et donc c'est comme ça que la mécanique se construit. Et comment vous allez faire évoluer cette stratégie dans les prochaines années, notamment face à la question climatique, qui va accentuer encore certaines difficultés? Est-ce que vous l'avez créée de manière dynamique? Est-ce qu'il y a déjà une évolution dans les tuyaux, si j'ose dire? Oui, exactement. C'est-à-dire que déjà, attention, ça veut dire que ça, il ne faut pas que ce soit un coup comme ça, une année ou 2. C'est ça, Il c'est faut pas du vraiment one shot. se projeter. Donc il faut une prospective financière pour l'établir, pour être sûr qu'il y ait une concordance entre ce système-là et tout ce qu'on fait à côté. Parce que renouveler les réseaux, rechercher, réparer les fuites, tout ça, ça coûte. Il faut investir. Donc, et puis, c'est aussi le retour du bâton. C'est que si la facture baisse, il y a moins de rentrée d'argent dans le service, puisque c'est l'eau qui paye l'eau. Donc le système vertueux financièrement se retrouve en termes de capacité d'investissement pour l'intercommunalité ou pour le syndicat. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est vrai aussi que changement, ou plutôt dérèglement climatique, fait qu'on va se retrouver avec des irrégularités dans l'espace et dans le temps de ces quantités d'eau disponibles qui font qu'il va falloir gérer des écarts plus importants, des périodes plus importantes par rapport à la sécheresse. Et puis des sécheresses plus importantes aussi en termes d'intensité. Ça veut dire qu'il faut être en permanence en dynamique par rapport à cela et qu'il ne faut pas s'arrêter aux chiffres qu'on peut avoir. Je vous le redis, 15% en moins de prélèvements dans les milieux, ça veut dire que vous gardez du stock d'eau dans nos réservoirs naturels. On en parlera après, forcément, je vais vous parler d'autres solutions, mais c'est bien celles-ci qui vont être importantes, c'est nos réservoirs naturels. On ne parle pas de méga-bassines, là. Oui, c'est ça. Et vous avez compris, ce sont des réservoirs qui ne sont pas infinis, qui se remplissent avec une certaine dynamique dans le temps. Attention, d'un département à l'autre, ça ne fonctionne pas pareil. Avec mes montagnes en Isère, et vous avez de la montagne aussi ici, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais il y a des systèmes qui sont différents. Et puis on pourrait parler des Pyrénées-Orientales, de la vallée du Rhône. Il y a des systèmes qui sont tous différents. J'aime à dire qu'il n'y a que des cas particuliers. Il faut voir où sont les spécificités pour adapter le système. Alors justement, dans votre récent ouvrage dédié aux solutions fondées sur la nature, vous développez notamment celles qui permettent d'agir pour la prévention des risques, crues, inondations, sécheresses, entre autres. Et est-ce qu'on peut détailler un petit peu ces solutions et pourquoi sont-elles, selon vous, prioritaires à des solutions qui seraient plus technologiques quelque part? Alors peut-être quelques mots d'explication sur ce qu'on appelle des... Et on va basculer sur le... Voilà. Je vais passer tout de suite ici. Allez, OK. Sur ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Ce sont des solutions... des projets en fait, qui sont des solutions environnementales qui ont systématiquement une double finalité. Vous répondez à un défi de société, par exemple la prévention des inondations, par exemple la préservation de la ressource en eau, et en même temps vous avez un gain pour la nature, un gain pour la biodiversité. Il faut systématiquement qu'il y ait une approche co-bénéfice, voire multi-bénéfice. Et ça va au-delà de ces défis-là, ça répond aussi au développement socio-économique, au changement climatique, la santé humaine, la sécurité alimentaire. Tous ces aspects-là sont des défis auxquels on cherche à répondre dans les collectivités, dans les communes, même à différents niveaux, les associations, les citoyens, les décideurs, les chercheurs, enfin bref, tout le monde est impliqué dans ce système-là. C'est ce que le livre vous explique un petit peu,
notamment par rapport à la position que peuvent avoir les décideurs, la manière de se structurer, de mettre en place une gouvernance. Et donc dans cette approche-là, il y a une partie qui est dédiée à l'eau, au cycle de l'eau, et c'est ce que je vous ai montré sur le schéma ici. Je vais me permettre un petit déplacement, puis promis, Julien, je reviens. Mais sur ce schéma-là, encore une fois, vous voyez de quelle manière on peut agir avec ce type de solution-là. Chaque fois que vous avez un encadré, c'est un type d'action. Et puis là, vous avez des petits pictogrammes. Quand c'est en bleu foncé avec un triangle, c'est que vous prévenez contre les inondations. Le petit picto ici, carré, en bleu clair, c'est que vous préservez la ressource en eau. Vous avez 2 défis sociétaux différents. Quand c'est en vert, c'est un apport de bénéfices pour la nature et la biodiversité. Et puis même, en marron, d'autres bénéfices, amélioration de la qualité de vie, par exemple, des îlots de fraîcheur, du récréatif, du paysager. Si je n'ai pas de bêtises, si chaque carré représente une solution fondée sur la nature, le vert est présent partout. Parce que ça, c'est une condition sine qua non. C'est ce qui fait la différence avec les solutions plus classiques, plus technologiques, plutôt du génie civil. Et puis toutes ces actions, après, vous voyez, elles rendent différents types de services. Ça part du haut sur toutes les questions de végétalisation des terrains, des versants. Quand vous végétalisez des versants où il n'y a pas de végétation, où il y a peu de diversification végétale, eh bien, vous réintroduisez une composante de biodiversité dans un milieu, et puis vous favorisez l'infiltration de l'eau dans le sol. L'infiltration de l'eau, c'est bien, parce que ça fait de l'eau en moins dans les cours d'eau lorsqu'il y a des crues, et ça fait de l'eau en plus dans le sol qui peut venir gonfler les nappes. Donc vous voyez de quelle manière, avec ce système, vous êtes vertueux à différents niveaux. Et puis si on déroule tout le long, par exemple, préserver, restaurer les zones humides. Pareil, les zones humides, c'est connu pour la composante écologique, naturaliste, mais vous avez aussi une manière de capter une partie de l'eau lors de la crue, que vous restituez un petit peu plus tard, ou bien vous la faites s'infiltrer dans le sol, et puis ça, pareil, ça va rejoindre les nappes. On a plein de solutions, les plantations sur les berges des versants, les zones d'expansion de crues végétalisées, le reméandrage des cours d'eau, les zones de rejet végétalisé, ça peut servir aussi. Et puis on a des exemples plus dans la ville. Bassin de rétention, par exemple, ou bassin d'infiltration végétalisé. Ce sont des systèmes où vous captez l'eau, soit l'eau de pluie, soit l'eau des cours d'eau lorsqu'il y a une crue. Et cette eau, vous la mettez à part. Comme ça, vous faites diminuer l'eau, la lame d'eau pendant que la crue descend, donc l'inondation. Et puis l'eau, soit vous la restituez un peu plus tard, ça c'est le bassin de rétention, soit vous faites en sorte qu'elle reste en place et qu'elle s'infiltre dans le sol. Ça c'est le bassin d'infiltration. Et si vous le végétalisez, vous avez la composante végétale. Et puis après, on finit sur les plantations d'arbres en ville, les noues, les jardins de pluie, les toits végétalisés. Ce n'est pas exhaustif, mais vous voyez un ensemble de solutions qui permettent d'atteindre tous ces bénéfices-là quasiment en même temps. Merci pour cette illustration, Freddy. Revenez avec moi. Je reviens. Allez, et on va rentrer donc un petit peu plus dans les exemples. On va passer aux diapos suivantes. Vous allez nous expliquer un petit peu, à travers un exemple déjà, infiltrer l'eau de pluie grâce à un bassin végétalisé. Concrètement, voilà, en quoi ça consiste, pourquoi cette solution elle est pertinente pour vous? Alors, bienvenue chez moi. Nous sommes à Voiron, tout près de chez moi. Ce que vous voyez au-dessus, c'est un hôpital, un tout nouvel hôpital qui a été implanté. Vous imaginez l'imperméabilisation que ça peut représenter, vous imaginez le parking, même s'il a été végétalisé, ne vous inquiétez pas, mais enfin, quand même, il y a des parties qui font que l'eau de pluie ne peut plus s'infiltrer à l'endroit où elle tombe sur la parcelle. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un système pour collecter les eaux de pluie avec ce que vous voyez ici, c'est une dépression, ce qu'on appelle donc un bassin, et ça, c'est un bassin d'infiltration, et il est végétalisé. Donc, il est là pour capter les eaux de pluie. Alors bien sûr, il y a un exutoire, parce que si les pluies sont très fortes, il ne va pas capter toute l'eau de pluie qui vient de la zone ici. Donc il y a un exutoire qui permet au trop-plein d'aller s'évacuer, et on va essayer de l'infiltrer ailleurs ou de le rejeter dans un cours d'eau. Mais ce bassin, il va capter une partie de l'eau lors de la pluie, et puis il va la retenir. Et puis comme il est végétalisé, notamment au niveau du fond, tout cela a été construit de toutes pièces, ça n'existait pas, il y a des zones habitées à côté, et on fait en sorte que le fond soit perméable, pour que l'eau, une fois qu'elle est retenue, elle va prendre son temps, la pluie va s'arrêter, mais l'eau va rester, et puis tranquillement, elle va s'infiltrer dans le sol. Et comme ce bassin est végétalisé, eh bien, vous installez ici des habitats, même ils ne sont pas extraordinaires, mais ils sont toujours intéressants pour la faune, pour la flore. C'est intéressant, c'est agréable à regarder. Faut juste faire attention que les enfants n'aillent pas dans l'eau, donc on fait soit attention de le fermer, soit il n'est pas profond pour qu'on n'aille pas se noyer non plus là-dedans. Tout ça, c'est pris en compte. Et si vous voulez, c'est le principe du puits perdu. Quand vous construisez votre maison, vous devez gérer l'eau à la parcelle, l'eau qui tombe sur la parcelle, l'eau qui tombe sur le toit, et vous devez l'infiltrer
pour ne pas l'envoyer chez les voisins du bas. C'est un puits perdu. Et bien, ce que vous avez en face de vous, c'est un puits perdu, sauf qu'il est végétalisé et qu'il est adapté à un système urbain. Alors, très intéressant comme exemple. On va avoir une autre illustration de cette solution fondée sur la nature avec la gestion des eaux de pluie dans une cour d'école. Donc voilà, et ça c'est quand même un sujet qui touche toutes les communes et qui ont besoin d'avoir peut-être d'utiliser des solutions fondées sur la nature. Oui, alors ça c'est le type de projet qu'on aime bien faire. Donc une cour d'école qui est bien bétonnée, bien noire, sans arbres. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le bitume, on revégétalise. Alors parfois on ne revégétalise pas tout. Là vous voyez au premier plan, on voit un système de revêtement en dur, parce que les enseignants, ils aiment bien faire du vélo aux enfants, puis des fois ils aiment bien quand il pleut aussi que ce soit un peu propre. Donc ils aiment bien avoir ce type de revêtement-là. Il est clair, comme ça veut dire qu'il retient moins la chaleur, donc on gagne quelques degrés aussi. Et puis ces systèmes-là sont vertueux parce qu'on intègre une composante végétale, parce qu'on gère les eaux de pluie. Donc ce qui est important ici, c'est que l'eau qui tombe sur la partie végétalisée va s'infiltrer. Et l'eau qui va tomber sur le revêtement qui est, lui, en dur, il y a une pente qui va l'amener vers la droite. Alors vous ne le voyez pas bien sur la photo, mais après, tout le long, ici, il y a une noue qui est mise en place. Donc un système qui reste en pleine terre, avec des végétaux qui sont installés, et l'eau qui va ruisseler sur ce revêtement en dur va rentrer dans la noue et va s'infiltrer. Et là aussi, il y a un trop-plein au cas où l'eau soit trop en abondance. On va rejeter l'eau un petit peu plus loin. Simplement vous dire, parce que je vous ai mis des fois un petit peu à gauche, tout à l'heure je ne voulais pas préciser, mais que tout ça, ça se finance assez bien. Si vous cumulez un petit peu les aides, vous pouvez aller chercher des systèmes qui vont jusqu'à 80% d'aide pour la mise en place, parce que vous pouvez multiplier les sources de subventions en particulier. Et attention, ça c'est un petit tuyau que je vous donne quand même, parce que les appels à projets pour des solutions fondées sur la nature, il y en a beaucoup qui sortent, il y en a pléthore. Allez voir, les agences de l'eau, la Banque des territoires, vous trouvez ces systèmes-là. Mais ne vous contentez pas de végétaliser pour dire que c'est une solution fondée sur la nature. Vous avez bien compris la double approche qui est importante, l'approche co-bénéfice. Et si vous faites que planter 3 arbres, ça ne suffit pas. Il faut aussi réfléchir à la diversification, à la mise en place de trames vertes, enfin une structuration végétale qui aille un peu plus loin que mettre d'une composante verte à un endroit où il n'y en avait pas. Et donc peut-être avoir un accompagnement aussi à un moment sur ces questions d'ingénierie. Alors ça, c'est tout à fait possible. Il y a tout un savoir-faire qui existe aujourd'hui. Là, on parle de solutions fondées sur la nature, mais je pourrais vous parler d'ingénierie écologique, c'est le titre de mon poste à INRAE, par exemple, ou bien de génie végétal. Tout ça, c'est des mondes qui se... Enfin, tout ça, des fois, c'est même un petit peu les mêmes choses. Pas tout à fait. Enfin, quand même, ce monde-là se rejoint. Il y a des réseaux d'acteurs qui existent aujourd'hui. Il y a des réseaux interprofessionnels où vous pouvez trouver tout le savoir-faire pour mettre en place ce système-là. Mais ça, des fois, on peut le faire aussi tout seul. Dans ma commune, ça c'est une photo de ma cour d'école, on a tout fait sans l'aide du bureau d'études. Avec notre conseil municipal des jeunes, avec nos techniciens, parce qu'ils s'y connaissaient un petit peu en végétaux. Et je connaissais un petit peu la chose quand même, donc ça, évidemment ça a aidé, mais on ne s'est pas fait aider par le privé. On a conçu le projet nous-mêmes. Après, évidemment, c'est une entreprise qui est venue réaliser les choses, mais on l'a fait en 8 mois. La dernière question, Freddy, avant d'inviter les acteurs locaux à nous rejoindre, à réagir à vos propos et à dialoguer ensemble. Cette stratégie de la sobriété que vous avez menée à l'échelle du territoire, finalement, comment on peut, en quelques mots, là, si on veut terminer cet entretien, comment on peut la synthétiser? Allez, on va faire un petit, en quelques mots, une petite synthèse voilà, quelques mots-clés sur la sobriété à l'échelle de votre territoire. Pour tout ça, je pense que vous avez vu ce qu'il faut, c'est de la prise de hauteur. C'est-à-dire qu'il faut gérer les choses dans leur ensemble. Alors ça paraît simple, dit comme ça. Mais déjà, rien que dans le domaine de l'eau, réunifier le grand et le petit cycle, tout ça, c'est très fortement lié. Malheureusement, la façon dont on fonctionne, nous, dans nos structures, dans nos institutions, fait que bien souvent, on les sépare. Même le système de financement, entre les contrats de rivière ou de bassin et maintenant les contrats eau et climat, et tout ce qui concerne les PAPI pour la prévention des inondations, c'est des sources de financement qui sont différentes. Et après, on est obligé de faire des schémas intégrés pour que les deux collent. C'est compliqué. Il faut penser tout ça dans son ensemble, mais pas que sur l'eau. Aussi avec les autres domaines. On le sait bien, avec l'eau, tout est lié. L'agriculture, l'urbanisme, les questions de risque, voilà, tout ce qui est sur les ressources naturelles et notre qualité de vie aussi. Ça veut dire que dans les collectivités, il y a aussi une manière de s'organiser pour aller vers ces approches-là. On le dit souvent, on le fait rarement. Il faut faire de l'inter-silo, il faut faire des passerelles entre les domaines, aller jusqu'à la mise en place de gouvernance qui soit dédiée pour ça. Par exemple, une vice-présidence ou un service qui ne fasse
que ça. Je dis bien que ça, de l'approche transversale, pas que entre l'eau et les autres milieux, mais entre les milieux en eux-mêmes. Ça n'existe pas réellement, et je pense qu'avec ça, on a un moyen d'avoir des résultats. J'ai essayé de vous le prouver, chiffres à l'appui, sur ce qu'on a pu faire sur notre collectivité, et j'espère bien qu'on va encore aller au-delà. Et on vous le souhaite, parce que déjà, et puis on va, je pense, l'applaudir pour tous ces résultats, ce travail sur le territoire. Bravo à vous, Frédéric. Merci beaucoup. Et c'est le moment d'inviter les acteurs du territoire à nous rejoindre. J'invite Carole Toutain, Jérôme Boultin et André Bernard à venir à nos côtés. Freddy, je vous invite à vous mettre ici. Et bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer par un petit tour de table d'abord en réaction. Vous avez écouté avec attention les propos de Freddy Ray et je vais vous demander de réagir. Vous étiez prévenu, ce n'est pas une surprise. Jérôme Boultin, vous êtes président du syndicat Rhône-Ventoux. Je vous invite peut-être déjà à réagir en premier. Vous êtes à ma droite. Attendez, le micro. Voilà, ça marche mieux en l'allumant. On vous écoute. C'est bon. Allô? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, Jérôme Boultin, président du syndicat Rhône-Ventoux. Donc, je tiens à vous avertir qu'on ne se connaissait pas avec Freddy, parce que ce qu'il a dit, c'est pratiquement tout ce qu'on a fait dans le nouveau contrat d'eau qu'on vient de signer et qui a démarré au mois de mai. Donc, je le développerai tout à l'heure, mais voilà, dans un premier temps. Donc, à fond derrière ce que vous avez dit, puisque je vous le dis, nous ça fait au syndicat Rhône-Ventoux, ça fait un bon moment qu'on travaille sur ces économies d'eau, et depuis 2016 on a un hydrogéologue qui nous a rejoint et avec qui on travaille au quotidien justement sur tous ces sujets-là, et donc voilà, donc je peux que abonder dans votre sens. Voilà. Donc on a compris que vous alliez dans la même dynamique. Carole Toutain, chef de service agriculture, eau et environnement au département du Vaucluse. Bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, j'excuse Madame Fabre, donc conseillère départementale, qui n'a pas pu se rendre disponible ce soir, mais je pense qu'il aurait souhaité vraiment être là à cette table ronde. Donc moi, je travaille au département de Vaucluse et c'est pareil, on se retrouve bien dans ce que vous avez présenté, puisque le département a souhaité, enfin la présidente du département a souhaité, suite à la sécheresse 2022, mettre en place un plan d'action pour la ressource en eau du Vaucluse, donc concerté, partagé et co-construit avec tous les acteurs de l'eau. Et voilà, l'objectif, c'est bien d'avoir, notamment dans l'axe économisé, des actions communes pour tous ensemble aller vers ces questions d'économie d'eau. Je développerai aussi. Bien sûr, on y reviendra après, mais on comprend que ça fait écho à votre projet au niveau du département. André Bernard, vous êtes président de l'ASA de Carpentras. Bonsoir à vous. On vous laisse réagir également aux propos de Frédéric. Je crois que votre présentation, c'est effectivement tout ce qui anime le monde agricole, parce que on ne sait pas faire de l'agriculture sans eau. Il y en a, mais il faut savoir l'économiser pour savoir la partager, parce que certains n'en ont pas, et il faut pouvoir la mener là où elle est nécessaire. Pour moi, quand on parle d'eau, il y a 3 mots, c'est sécurité, sécuriser l'eau, économie et partage. Voilà. Donc là, je crois que vous avez démontré qu'effectivement, en l'économisant, ça pouvait se traduire financièrement, mais ça permettait aussi de faire des choses, et pour le milieu. Et juste un point, c'est que vous avez parlé de beaucoup de réaliser des retenues, des économies. En tant qu'agriculteur, et ce n'est pas dans notre région ici, mais ce qui me heurte assez souvent, c'est que quand un citoyen économise l'eau, qui met une cuve en bas de ses gouttières dans son jardin, c'est un bon citoyen. Et quand un paysan veut faire un trou dans son exploitation pour stocker l'eau quand il pleut, c'est un criminel. Donc je pense qu'il va falloir qu'on évolue. Vous avez montré qu'effectivement, par les pratiques, on peut avancer beaucoup. J'y reviendrai parce que l'eau, il faut, comme je l'ai dit, il faut l'économiser. On est passé d'une époque où on amenait de l'eau de la Durance sur le territoire du canal de Carpentras, qui a arrosé, qui a fait la richesse de ce département. On amenait de l'eau, on distribuait de l'eau. Il y a une cinquantaine d'années, on a changé les pratiques puisqu'on est passé à de l'irrigation sophistiquée avec du goutte à goutte. Maintenant, avec du pilotage et grâce aux travaux que fait le CRIAM, qui est la station régionale sur l'agrométéo et l'irrigation, on a bien progressé.
Et nous rentrons aujourd'hui dans une ère nouvelle, c'est-à-dire, vous avez parlé de l'hydrologie régénérative, c'est l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire comment, par des pratiques agricoles, on va permettre de mieux stocker l'eau dans le sol pour avoir moins besoin d'en apporter pendant la saison. Et ça, on va y revenir après, puisque là, vous rentrerez peut-être dans le détail de l'action que vous souhaitez mener au niveau de l'ASA. Carole Toutain, vous vouliez préciser quelques actions concrètes que vous menez. Écoutez, je vous y invite. Là, on va rentrer dans le concret. On a compris que vous rejoignez globalement la ligne qui a été présentée par Freddy Ray. Et maintenant, comment, concrètement, vous rentrez dans cette même dynamique? Alors, le département est plutôt accompagnateur, notamment des agriculteurs, puisque, donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on accompagne notamment tous les projets de modernisation des ASA, donc, qui consistent à passer de l'irrigation gravitaire au goutte à goutte, comme vous l'avez dit. Donc, l'objectif, c'est bien de faire évoluer les pratiques d'irrigation, de mieux cibler, et tout en en permettant aux plantes, aux cultures d'avoir l'eau dont elles ont besoin. Donc ça, c'est un exemple via la stratégie irrigation du département, qui justement planifie jusqu'à 2028 tout cet accompagnement des irrigants. On a d'autres exemples puisqu'on a lancé l'année dernière un appel à projet qu'on appelle économie d'eau. Donc c'est plutôt petit cycle de l'eau pour accompagner des collectivités sur des pratiques qui peuvent être la recherche de fuites et du coup l'amélioration du rendement, des études sur la réutilisation des eaux usées traitées, la mise en place de toilettes sèches. Et on a lancé aussi très récemment, donc vous disiez, il y a plein de financeurs. On est aussi un des financeurs de solutions fondées sur la nature, puisqu'on vient de lancer un appel à projet plutôt grand cycle de l'eau pour accompagner pareil des collectivités sur des projets de solutions fondées sur la nature. Voilà. Donc c'est quelques exemples après. Est-ce qu'on peut donner des ordres de grandeur de ces exemples? Est-ce qu'on peut alors on n'est pas là pour chiffrer au mètre cube. C'est pas une question piège. L'idée c'est de dire ah oui, ça c'est quand même un grand pas. Ou là c'est plutôt un petit pas. Sur de quoi on parle? L'appel à projet économie d'eau petit cycle de l'eau, donc c'est tout récent. On a eu 5 projets déposés et financés. Et l'idée c'était de réduire de 20% les consommations d'eau. Sur certains projets, on est allé à 50%. Voilà. Mais c'est tout récent, ça fait 1 an, donc on a peu de recul. Et après, on a aussi le réseau Top Irrig 84, donc c'est un réseau d'agriculteurs démonstrateurs chez qui le CRIAM, donc, dont a parlé Monsieur Bernard, accompagne techniquement le pilotage de l'irrigation avec des sondes en fait, dans le sol, va aider à suivre le taux d'humidité dans le sol, les besoins de la plante pour mieux cibler l'irrigation. Et là, c'est pareil, c'est tout récent, donc j'ai pas de volume en termes d'économie, mais l'idée, c'est bien de mieux cibler et puis pour l'agriculteur, faire des économies aussi, puisqu'il va moins consommer. Donc d'accompagner les agriculteurs dans des transformations avec des changements qui se veulent majeurs. C'est quand même ça l'ambition sur ce plan haut. Avant de revenir vers vous, André Bernard, peut-être Jérôme Boultin sur sans rentrer dans la palette d'actions que vous faites, peut-être pouvez-vous en reprendre quelques-unes qui font écho à ce qu'a dit Freddy Ray et sur lesquelles vous êtes particulièrement fiers parce qu'elles permettent d'accélérer justement la politique d'économie. Déjà un peu vous présenter tout d'abord le syndicat, donc c'est 37 communes, c'est 185 000 habitants et 82 000 abonnés. Donc, c'est sur un réseau de 1700 km de réseau d'eau potable. Donc, la principale ressource, c'est la nappe alluviale du Rhône. Et donc, même cette nappe-là, il faut la protéger et éviter d'y pomper de trop dedans. Donc, pour rebondir un peu sur les actions dont a parlé Freddy, je vous le disais tout à l'heure, on a embauché un hydrogéologue qui travaille spécifiquement sur ces projets-là. On a une politique de renouvellement des réseaux à hauteur de entre 8 et 10 millions d'euros par an. Donc, on arrive à renouveler jusqu'à 1,3-1,5% dans les meilleures années de notre réseau. Et j'en parle à des connaisseurs et c'est très ambitieux. Dans le nouveau contrat de DSP qui a démarré au mois de mai, on a demandé, et là c'est un peu innovant, c'est de moins aller prélever sur la ressource. C'est-à-dire délégation de service public. Une délégation de service public. On a demandé à notre délégataire Suez d'aller moins pomper dans la ressource et on leur a demandé, à échéance du contrat, c'est-à-dire 10 ans, d'avoir économisé 28 millions de mètres cubes. 28 millions de mètres cubes sur le syndicat, ça représente 2 ans de consommation complète d'eau. Donc c'est un projet très ambitieux. Et là, on est partenaire donc, avec notre délégataire et on espère, par rapport à tout ce qu'on va mettre en place, donc les renouvellements de réseau,
On a Juste Oui. un instant sur cette mesure qui est particulièrement intéressante. Comment ils ont réagi, Suez? Ben, ils ont réagi. Alors, Non, comme parce que disait Freddy, c'est pareil. On demande une économie d'eau. Donc, ils ont réagi dans un aspect innovant aussi pour eux, parce que c'est des performances à aller chercher, c'est des techniques à développer. Donc, c'est très intéressant même pour notre délégataire. En contrepartie, comme ça disait leur a aussi. pas fait peur, quoi. C'est ça ce que Non, ça leur a pas fait peur et on les a challengés pour ça et ils ont mis et on le suivra tout en place pour y arriver. Et on a commencé depuis le mois de juin, notamment, à développer la télérelève. Il y a 65 000 compteurs déjà qui ont été équipés à ce jour et ils seront tous équipés pour la fin de l'année 2026, puisqu'après, là, on a fait les communes, on va dire, un peu urbaines, donc les plus simples et plus faciles, et les plus consommatrices d'eau aussi. Et après, on va partir dans le milieu rural, et à fin 2026, nos 87 000 compteurs seront équipés de télérelève, c'est-à-dire que l'usager aura sa consommation en temps réel, et il pourra la moduler, il pourra se donner des alertes sur de la surconsommation, par exemple. Et donc ça, c'est un axe d'économie qui est très important, en plus des débitmètres qu'on va rajouter, de la recherche de fuite, où on a mis énormément de moyens Donc ça, sur la recherche de les fuite. recherches de fuite. On a un rendement de réseau qui est aujourd'hui entre 75 et 78%, et on a pour objectif d'arriver à 80%. Mais comme aussi on est en milieu rural, voilà, Freddy le disait tout à l'heure, les 80%, c'est, je pense, une très belle performance pour 1700 km de réseau. Et la question des solutions fondées sur la nature qu'évoquait Freddy Ray, du coup, ça vous parle? Oui, bien sûr, ça nous parle, puisque sur la nature, c'est les rejets de steppes. Donc là, on a un projet aussi avec Etex sur de la réhute. Etex, c'est une Etex, entreprise, c'est donc une entreprise de Carpentras qui fait des placos plâtres. Et donc, on est en train de travailler avec eux sur un projet de réutilisation de l'eau usée de la station d'épuration de Carpentras. Tout ça aussi avec notre délégataire pour un objectif de 160 000 mètres cubes qu'ils vont pouvoir utiliser en réutilisation de l'eau traitée. Et nous, la contrainte ici, je ne sais pas si vous l'avez en Isère, mais c'est qu'on sert aussi, les rejets de station servent pour étier des cours d'eau, et donc ils servent d'étiage. Et donc, il fallait qu'on ait aussi la réglementation qui soit assouplie pour qu'il y ait ces deux éléments qui soient pris en compte. Donc là, on a un beau projet en partenariat avec Etex. Merci pour ces précisions. André Bernard, du côté de l'ASAT Carpentras, vous, quelles actions concrètes vous menez? Vous m'avez dit pour préparer cet échange que vous aviez des gros efforts aussi du côté de l'ASAT Carpentras, qui était avec un gros challenge de diviser par deux, si j'ai bien compris. Donc le canal de Carpentras, qui va avoir 170 ans l'année prochaine, à l'origine a un droit d'eau de 157 millions de mètres cubes sur la Durance. Nous sommes aujourd'hui en gros à 75 millions. Il y avait 6 000 hectares de desservis il y a quelques décennies, quoi. Nous sommes à 13 500, c'est-à-dire on a doublé la surface et on a divisé par deux le volume prélevé. C'est quand même quelque chose. Bon, ça s'est fait pourquoi? Parce qu'on a commencé à moderniser nos réseaux en les mettant sous pression pour que l'eau arrive chez l'agriculteur pour pouvoir mettre du goutte à goutte. Et quand on a mis du goutte à goutte, après on est passé au pilotage sophistiqué. Donc ça c'est le résultat de 50 ans d'investissement grâce aux collectivités, le conseil départemental, la région, l'agence de l'eau. On a fait ces économies. Une partie de ces économies, on les a mis chez ceux qui n'avaient pas l'eau. Et ici, nous sommes dans un secteur où on remonte progressivement pour amener l'eau au-dessus de la ligne parce que le canal de Carpentras, à son origine, prend l'eau dans la Durance à Malemort de Provence et termine à Travaillant à côté de Camaret. Et c'est une pente très régulée, très lente, qui permet à l'eau d'avancer lentement. Et on dessert les parcelles qui étaient au point plus bas. Depuis 50-60 ans, on pompe l'eau et on l'amène pour faire du goutte à goutte. Ça, c'est la première étape. Tu as parlé du soutien d'étiage. Le canal de Carpentras traverse 8 cours d'eau. Pour certains, ils sont très souvent à sec.
chacun de ces croisements, il y a des aménagements pour pouvoir reverser de l'eau dans le canal, dans ces cours d'eau. Et nous sommes aujourd'hui en train de travailler, parce qu'effectivement, le fait d'avoir mis tout sous tuyau, il y a un effet pervers, c'est que le milieu en souffre. Parce que quand l'eau circule dans des canaux à ciel ouvert, la végétation qui est à côté en profite, les animaux en profitent. Quand vous arrosez un champ gravitairement, au bout, il y a de l'eau qui sort, il y a des flaques. Quand vous avez des tuyaux enterrés qui amènent de l'eau à la parcelle et que vous avez des tuyaux enterrés dans la parcelle, il n'y a plus d'eau. Nous sommes obligés, à certains endroits, de provoquer des légères fuites pour que et les abeilles et les oiseaux puissent boire. Et nous avons les sangliers qui... Il y a des viticulteurs ici dans la salle. Les sangliers qui croquent les tuyaux, les pies qui arrachent les tuyaux pour boire. Donc il faut trouver le juste milieu. Et on entame une réflexion pour voir comment, sur le volume d'eau qu'on a économisé, hors période de tension, c'est-à-dire hors les périodes où il n'y a pas assez d'eau dans la Durance pour tous les usages, on pourrait réinjecter de l'eau sur le milieu, soit dans les cours d'eau, soit dans des parcelles où vous avez parlé de puits d'infiltration, pour réalimenter la nappe. Parce qu'effectivement, le milieu est en train de se dégrader. On a vu des disparaître, des arbres disparaître, parce qu'il n'y a plus d'eau sur le sol. Donc ça, c'est un chantier que nous menons, sur lequel on rentre, parce qu'effectivement, il faut que le milieu s'est habitué, parce qu'avant le canal de Carpentras, c'était sec. Mais pendant 170 ans, le système s'est adapté. Et depuis 30 ou 40 ans, on est en train de... Et là encore, cette année, on investit 3-4 millions par an pour moderniser notre réseau, ou l'étendre un peu. Quand on a fait des modernisations, on étend un peu parce qu'il y a des agriculteurs qui attendent de l'eau. Et malheureusement, les cultures qui pouvaient se passer d'eau il y a encore quelques années n'y arrivent même plus aujourd'hui. Que ce soit la vigne, les oliviers ou autres, sans eau, on n'y arrive plus. Donc il faut bien qu'on arrive à pousser l'eau chez le maximum d'agriculteurs dans une limite de coût raisonnable, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'amener de l'eau à un tarif qui serait préjudiciable pour le résultat. Donc c'est toute cette quadrature du cercle dans lequel on est engagé. Et en parallèle de ça, il y a toute la réflexion de travail qui est fait avec les chambres d'agriculture et les instituts techniques pour voir comment, par des pratiques qui évoluent, le non-labour, les enherbements, certaines évolutions de variétés ou de pratiques, on peut arriver à diminuer le volume d'eau. Moi, je prends souvent l'exemple de ce que j'ai fait moi en tant qu'agriculteur. À l'âge de 10 ans, j'étais avec ma pelle et, comme on dit, je poussais l'eau jusqu'au bout. Parce qu'il fallait bien que l'eau aille jusqu'au bout de la rangée. Parce que le dernier plan, s'il n'avait pas de l'eau, il n'y avait rien. Ça ne donnait rien. Quand je me suis installé, j'ai acheté un petit enrouleur et des asperceurs. Alors, quand j'ai arrosé à l'arrêt comme ça, il n'y avait pas de compteur à l'époque, hein, mais on estime aujourd'hui, vu le temps qu'on y passait et tout, entre 30 et 40 mm3 à l'hectare. Quand je me suis installé, j'ai acheté un enrouleur et des asperceurs. Et là, on a travaillé entre 5 et 7 mm3 à l'hectare. Et puis, ça fait 43 ans que je déroule du goutte à goutte dans mes champs. On m'a traité de fou à l'époque. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Et là, on est descendu à 5 mm3 à l'hectare. Et par des pilotages avec des sondes, où effectivement, si j'arrive à fractionner l'irrigation, je peux descendre à 3500, 4000. Aujourd'hui, on arrose en gros 4 heures en moyenne par jour. Avec du pilotage automatique avec les sondes, je peux arroser 4 fois une demi-heure. Mais 4 fois une demi-heure, c'est la moitié moins que 4 heures. Mais tout ça, ça nécessite quoi? Ça nécessite de bien connaître son sol, d'avoir le matériel de pilotage, d'être sûr que quand la sonde va déclencher, il y a l'eau dans le réseau. Avant, on avait l'eau 2 fois par semaine. Quand l'eau arrivait au canal, on arrosait. Et puis, où on pouvait, puisqu'il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'eau. Là, si ça se trouve, je ne vais pas arroser demain, parce que l'hygrométrie, le sol, tout ça, il n'y en a pas besoin. Par contre, dans 3 jours, il faudra qu'il y ait de l'eau. Et si ça se trouve, la sonde va demander de l'eau plusieurs fois par jour, parce que la capacité du sol n'est pas suffisante pour stocker assez d'eau. Et si j'en mets plus longtemps que la demi-heure, c'est de l'eau qui s'en va, qui est perdue. Donc c'est tout ce raisonnement-là sur lequel il faut qu'on travaille. Alors ça dépend des cultures, ça dépend des sols, ça dépend des moments. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent être intégrés pour gérer au mieux, mais on en est là. Et l'étape d'après, dans laquelle on est rentré, c'est effectivement comment j'améliore mon sol par une augmentation de la matière organique, par du non-labour, pour stocker plus d'eau dans le sol, pour que quand il pleut, j'en garde plus, je capte plus de carbone, parce qu'effectivement, si j'ai la végétation, je capte du carbone. C'est tout ce chantier-là dans lequel on est rentré.
Et ça, c'est ce que disait aussi Frédéric tout à l'heure, hein, c'est justement pouvoir utiliser la nature comme réservoir. Alors Freddy, vous avez écouté avec attention eh bien, ces actions qui sont menées ici sur le territoire. Peut-être une réaction aussi de votre part sur ces actions. Est-ce que voilà, pour vous, ça va dans le bon sens, ça croise complètement avec ce que vous dites ou pas forcément complètement? Ah oui, si, ce sont des mots qui sont doux à mes oreilles. Moi, je vous dis bravo pour tout ce que vous avez mis en place. Et surtout, je vous félicite pour le niveau d'ambition. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. Parce que ça fait écho à ce que je disais dans le grand entretien juste avant, c'est que je suis persuadé que les marges de manœuvre sont énormes. Ça peut paraître paradoxal en se disant « Oh là là, mais l'eau n'arrive plus ». Mais les marges de manœuvre, on a vraiment de quoi faire. Je vous ressors le chiffre, vous savez peut-être tous, qui fait qu'on ne boit que 1% de l'eau qui arrive au robinet. Nous ne buvons que 1% de l'eau qui arrive au robinet. Il y a une quantité incroyable d'eau qui part pour des usages pour lesquels nous n'avons pas besoin d'eau potable. Et là, je rejoins ce que vous avez dit. C'est le premier mot que vous avez eu lorsque vous avez pris le micro. Vous avez dit « de l'eau, il y en a ». Et moi, j'aime bien le rappeler aussi. De l'eau, il y en a. Alors, je dirais peut-être pas ça sous d'autres latitudes, mais en Isère, on a réalisé une étude à l'échelle départementale qui montre que d'une année sur l'autre, il y a la même quantité d'eau qui tombe. Après, c'est plus irrégulier, d'accord. Même les débits des cours d'eau, tout cumulé sur une année, sont les mêmes. Mais l'irrégularité, elle est là plus souvent. Et c'est ça qu'il faut arriver à gérer. Mais on a quand même cette chance d'avoir de l'eau, et après, à nous de voir comment est-ce qu'on la gère dans l'espace et dans le temps. Si je peux me permettre en 30 secondes, parce que là aussi, je n'ai pas beaucoup parlé des agriculteurs. Je le regrette parce que c'est tellement important. On a tellement besoin de vous, justement, pour manger bien, et la sécurité alimentaire est un des défis que je développe dans le livre par rapport aux solutions fondées sur la nature. Et c'est directement lié à tout ça. Et l'eau en fait partie. Et par rapport à ce système que vous avez décrit, on va nous sortir le gros mot, la bassine. Moi, je n'ai pas arrêté de vous dire qu'il fallait gérer les flux d'eau avec des systèmes de récupération, de stockage intermédiaire dans le temps et de réutilisation. Qu'est-ce que c'est que ce système de bassine? Si ce n'est le fait de capter de l'eau pendant un moment pour l'utiliser dans le temps. À quelques nuances près. Et c'est peut-être là qu'il faut travailler. C'est que certaines bassines posent problème parce qu'elles puisent l'eau dans les nappes. Moi, j'ai parlé d'eau qu'on récupérait de là-haut, de la pluie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une zone d'expansion de crue si ce n'est une grande dépression, une grande bassine qui récupère de l'eau pendant un temps et qui la restitue après ou qui l'infiltre? Quelque part, c'est le même concept qu'on met en place. L'autre chose qui peut poser problème, c'est que le système est ouvert sur la bassine et donc il peut y avoir de l'évaporation. Vous perdez de l'eau. Moi, je parle plutôt de réservoirs fermés. Donc il y a peut-être un moyen de penser à tout ça. Mais tout ça nous ramène à quoi? Aux meilleurs réservoirs qui existent, nos réservoirs naturels, c'est ce qu'il y a sous nos pieds. Et ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des calculs. Tout est une question d'équilibre entre l'eau qu'on prélève de là-haut, en surface, en profondeur, et de celle qu'on réinjecte également dans le sous-sol. Merci Frédéric. Avant de passer la parole à la salle, commencez à prendre vos questions. On va dans quelques minutes vous donner la parole. Moi, j'aimerais faire un dernier petit tour de table, mais en 1 minute chacun. Vraiment, jouez le jeu, s'il vous plaît. Là, maintenant, on va se projeter. On a compris ce que vous faites. Mais maintenant, comment vous voulez aller plus loin? Voilà, on va dans les 5 prochaines années, c'est quoi le cap? On ne va pas donner une liste de mesures, vous l'avez fait sur ce que vous faites aujourd'hui, peut-être que vous n'en seriez pas encore capable, peut-être que vous êtes en train d'y travailler, mais c'est quoi le plan haut, là, à moyen terme, en quelques mots, qu'on voit le cap vers lequel vous nous amenez sur le territoire? Allez, nous, l'objectif, c'est d'amener l'usager maintenant dans notre programme de sobriété. On l'a vu tout à l'heure, il y a 50% des économies d'eau qui vont se faire dans la partie publique. Et il y a 50%, il va falloir aller la chercher chez l'usager. Et donc, au syndicat, avec notre délégataire, on va faire de la communication, on va distribuer des kits, des mousseurs pour économiser l'eau au domicile des gens. La télérelève va servir à ça, mais on aura besoin on aura besoin de l'usager au bout du bout pour arriver à ces objectifs aussi. Donc là, on va communiquer. Et voilà. Vous êtes en train de le faire aussi ce soir. Carole Toutain, au département, du coup, comment... Alors moi, je ne peux pas me projeter pour mes élus, mais il y a peut-être une idée à retenir. C'est l'idée de connaître ce qui se passe sous nos pieds. Donc la nappe du Miocène, qui est une nappe qui représente à peu près 2/3 du département, et pour laquelle on est plusieurs acteurs à se fédérer pour bien la connaître et savoir justement quelle marge de manœuvre on a ou on n'a pas pour les usages qui sont liés à cette nappe.
Voilà, donc je crois que c'est un peu notre objectif dans les 3-4 ans à venir, parmi d'autres. Du côté de la ZAD Carpentras? Nous, c'est de poursuivre la modernisation là où c'est pas fait actuellement. C'est de poursuivre l'aménagement en dehors du périmètre de canal de Carpentras, en allant chercher l'eau dans le Rhône pour soulager les prélèvements sur les ressources locales, la nappe Miocène et puis les cours d'eau qui sont en tension. Parce que nous avons quand même la chance, le Vaucluse est un des départements qui bénéficie d'une des plus grosses ressources de France, puisque entre la Durance, qui est sécurisée avec ses reponçons, dans lequel nous alimentons une partie du département, et puis le Rhône, qui est à proximité, nous disposons d'une ressource largement suffisante pour relever le défi de produire la sécurité alimentaire pour notre pays. Mais tout ça, ça nécessite énormément d'investissements, et que le grand chantier, c'est de mobiliser les fonds européens, ce qu'ont fait les autres pays européens, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Italie, depuis 30 ans, alors que la France, elle s'est refusée d'utiliser les fonds européens, si ce n'est d'utiliser par détournement des fonds agricoles pour faire de l'aménagement, mais les véritables aménagements de sécurisation de l'eau n'ont pas été faits. Donc le véritable chantier dans les 10 ans à venir, c'est d'être capable de prendre de l'argent de l'Europe, qui est nos contributions, pour les utiliser, pour aménager correctement le territoire, pour sécuriser l'agriculture qui doit faire face au changement climatique, aux évolutions de marché et être capable de répondre à la souveraineté alimentaire. Peut-être le mot de la fin, Frédéric, sur ce lien avec l'Europe, peut-être. Ça peut être un point. Oui, moi je crois beaucoup à l'imbrication des échelles, et notamment sur l'engagement commun. J'ai insisté dessus dans ce que j'ai indiqué. Quand sur le graphe, je mettais la collectivité au sens large d'un côté et puis les particuliers de l'autre, où je parlais d'actions qui étaient à 50-50 dans les actions qui étaient mises en place. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que moi j'aime bien le triptyque entre le savoir, le savoir-faire et le faire. Le faire, c'est ce qu'on demande justement à tout le monde, aux particuliers, aux élus aussi, parce que c'est eux qui prennent les décisions. Mais pour bien faire, il faut aussi du savoir-faire. Il y a aussi des questions qui sont des affaires de spécialistes, d'experts. Tout le monde peut le faire. Mais n'oubliez pas qu'on a du savoir-faire, en particulier en France. Des entreprises, des bureaux d'études qui sont spécialisés et qui existent, qui sont structurés à travers des réseaux qui existent aujourd'hui. Et puis je finirai sur le savoir, parce que c'est quand même mon métier à la base d'être chercheur. Il y a du développement de savoir, croyez-moi, il y a énormément de choses, d'accroissement de connaissances qui existent dans les centres de recherche, et on est loin, très loin d'utiliser tout ce savoir qui peut être mis à disposition d'un ensemble d'usagers et qu'on doit pouvoir un peu plus mobiliser. Allez, merci à vous, on peut tous les applaudir. Alors, je vais passer avec le micro pour prendre vos questions et puis on va vous inviter les uns les autres à rester ici, s'il vous plaît. Vous allez prendre les réponses de la salle. Alors, je vous invite à lever la main et à me dire si vous avez une question. Madame ici, puis madame là-bas. Simplement, je voulais demander s'il n'y a pas certaines cultures qui sont plus génératrices de demandes d'eau, et est-ce qu'il y a un moment où ce n'est pas une aberration ? Ça, c'est ma question. Et d'autre part, je voulais donner un exemple. J'ai de la famille à Rome, donc on ne peut pas dire que Rome, il pleuve beaucoup. Pourtant, depuis le début du XXe siècle, ils construisent des immeubles, pas des maisons individuelles, mais des immeubles, avec sur les toits des récupérations d'eau qui servent pour les douches, pour les toilettes et pour l'usage ménager. Et c'est au début du XXe siècle. Donc nous, là-dessus, nos architectes, moi j'ai travaillé à Paris dans la construction, et jamais on a de réponse précise sur cette récupération d'eau. Alors on se retrouve maintenant avec tous les problèmes inhérents. Voilà. Merci madame pour votre question. Donc il y a deux questions. Une question déjà sur les cultures. Peut-être André Bernard, elle est pour vous cette... Les cultures que nous faisons dans la région ici, c'est des cultures qui sont très méditerranéennes et elles ont besoin d'un peu d'eau pour arriver. Il y a de la prairie à certains endroits, effectivement, il y a besoin de beaucoup d'eau. Vous avez de la prairie autour d'Avignon-Montfavet, c'est quand même un endroit où on faisait avant des vaches laitières pour avoir du lait sur Avignon. Aujourd'hui, le lait, on va le chercher plus loin. Mais c'est quand même de l'irrigation qui est faite avec l'eau de la Durance,
qui permet de créer un îlot de fraîcheur considérable pour l'agglomération d'Avignon, parce que vous mettez que du béton à la place des prairies et des platanes, vous allez voir la température, il y a pratiquement 20 degrés d'écart entre sous les platanes et sur le béton. Après, les cultures que nous faisons aujourd'hui, c'est pratiquement que des cultures spécialisées, c'est des fruits et légumes, de la vigne, c'est de la lavande, c'est des plantes aromatiques. Alors les plantes aromatiques, aujourd'hui on importe 98% de nos plantes aromatiques consommées en France. Ça vient de Turquie, de Syrie, d'Égypte, de Chine, partout ailleurs. Nous sommes sur un travail pour relancer la culture des plantes aromatiques de façon industrielle, excusez-moi le mot, mais de façon pour en produire correctement. Mais on n'y arrivera pas si on ne met pas un tuyau de goutte à goutte par-dessous. Alors c'est vrai que le thym ou le romarin, ça peut pousser sans eau, mais vous ne récoltez pas grand-chose. Quand vous avez besoin de faire un rendement économique, il faut bien emporter un peu d'eau, mais c'est quelques centaines de mètres cubes à l'hectare, pas plus que la vigne. Et aujourd'hui, on sait très bien que sans irrigation, on voit bien que bon nombre de cultures ne tiennent pas et que le patrimoine s'en va. Et donc il n'y a pas la production et le patrimoine, le bien disparaît parce que les cultures, les végétales s'en vont. Et on a bien compris. Est-ce que c'est possible de répondre sur la deuxième question? Et là, c'est peut-être plutôt pour vous, Freddy. Oui, merci beaucoup d'avoir indiqué cette façon de faire que l'on peut avoir. Là, vous avez cité ce qui se passait à Rome. Alors, ça se fait aussi au niveau de l'Hexagone, mais de manière très, très ponctuelle. Mais vous avez tout à fait raison quand je vous disais que les marges de manœuvre étaient énormes. Quand vous savez qu'il y a 2/3 de l'eau potable qui rentre dans nos maisons et qui part dans les toilettes, qui part dans le lave-linge, enfin bref. Donc, c'est énorme tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Après, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce qu'on est très long à la détente, parce qu'on a un système législatif, réglementaire, structurel aussi, qui fait que c'est tellement compliqué. Mais c'est tellement compliqué. Quand vous êtes un élu et on vous dit « Bonjour, vous allez être vice-président en charge du cycle de l'eau d'une communauté de communes ». Bon courage pour comprendre comment ça fonctionne, pour savoir où sont les leviers. Mais il faut un demi-mandat pour comprendre comment tout ça fonctionne. Tellement c'est compliqué, tellement c'est complexe. La REUT, on a fixé un objectif de 10% de REUT pour 2030. Alors vous savez, en Israël, c'est 90%. On fait bien de l'épandage de nos boues. Les boues qui sortent des stations d'épuration partent en épandage ou en compostage. Et l'eau, l'eau, il faut le temps d'être hyper... C'est bien d'être prudent, là, aucun problème. Mais mon Dieu, que c'est long. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'effectivement, les marges de manœuvre, elles sont bien énormes. Et ça, on a bien compris qu'on pouvait accélérer assez rapidement. Il y a une question ici, madame. Oui, je fais partie d'un collectif d'usagers de l'eau sur le territoire du Grand Avignon. Et nous, moi je suis très étonnée ce soir parce qu'on nous dit, les élus nous disent, vous comprenez, la consommation d'eau diminue régulièrement depuis le début du contrat. Et donc, puisqu'il y a moins de mètres cubes consommés, on a moins de rentrées d'argent. Et donc, nous allons augmenter le prix de l'eau. Donc, pour moi, il y a quand même un certain paradoxe. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir peut-être, mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine conférence, mais revoir la tarification de l'eau. J'ai une deuxième question au président du syndicat, Ron Ventoux, puisque nous avons des communes sur le périmètre du Grand Avignon qui font partie de ce syndicat. Donc j'apprends qu'il y a un objectif de sobriété extraordinaire, mais qui est à terme, au bout des 10 ans du contrat. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous fixez comme moyen pour contrôler que l'objectif soit vraiment atteint? Est-ce que vous attendez les 10 ans ou est-ce qu'il y a un contrôle chaque année? Et est-ce qu'il y a des pénalités financières prévues dans le contrat si l'exécution des objectifs n'est pas atteinte? Juste pour information, au niveau donc de la gestion de l'eau sur le Grand Avignon, donc qui est en DSP avec Suez pour le potable et Veolia pour l'assainissement, chaque année, sous la pression des usagers, les délégataires sont financièrement sanctionnés pour objectifs non remplis. Et pour avoir une certaine expérience donc de contrôle des DSP,
Nous avons acquis la conviction qu'il est absolument impossible de contrôler réellement les délégations de services publics. Et donc, pour nous, toutes les améliorations ne peuvent être faites, comme l'a dit M. Ray, que dans le cadre d'une gestion réellement publique de l'eau. Merci pour votre question, mais Jérôme Boulton. Oui, ça c'est votre point de vue. Voilà, nous au syndicat Renoventout, on n'a pas besoin des usagers, mais qu'on écoute quand même les usagers, mais on n'a pas besoin d'eux pour contrôler notre délégataire, puisque au-delà des objectifs qui sont fixés, toutes les années, il y a un bureau d'études indépendant qui contrôle ce qu'on a marqué dans le contrat, que ce soit bien respecté, et notamment sur l'objectif des 28 millions de mètres cubes à économiser, il y a une pénalité de 1 euro par mètre cube qui n'est pas atteint. Donc 28 millions, s'ils ne sont pas atteints, ça fera 28 millions de pénalités. Voilà un objectif réel. Voilà ce qu'on a fixé comme objectif à notre délégataire. Et au-delà de celui-là d'objectif, il y a tous les autres objectifs qui sont dans le contrat, qui sont contrôlés régulièrement. Je vous ai dit qu'on allait mettre en place de la télérelève. Il faudra qu'à objectif 2026, et je peux vous dire que pour changer 87 000 compteurs en 18 mois, ça aussi c'est un challenge. Là aussi, il y a des points d'étape qui sont réguliers et on contrôle notre délégataire. Parce qu'au bout du bout, ce contrat, à un moment, on peut le récupérer, oui, en régie, on peut le récupérer, on peut continuer à travailler avec notre délégataire, mais sachez que des contrôles existent et des pénalités existent et des pénalités sont appliquées. Voilà. Parce qu'on a le moment du contrat où nous, en tant que gestionnaire de l'eau et de l'assainissement sur l'ensemble du syndicat, on demande des choses à notre délégataire. Et comme on demande des choses, eh bien on veut qu'elles soient respectées. Et donc, on le contrôle et on le pénalise s'il faut. Et c'était ça la question. Qu'est-ce qui se passe Des fois, on ne va pas jusqu'à la pénalité parce que les choses sont respectées. Et c'est quoi comme une pénalité, par exemple? Mais je le disais, la pénalité, notamment sur l'eau, c'est 1 euro par mètre cube qui n'est pas économisé. Et l'objectif, c'est 28 millions. Donc, si on n'a pas atteint les 28 millions, tout le delta qui n'est pas atteint, ça sera pénalisé à hauteur de 1 euro par mètre cube. Un instant, excusez-moi juste. On a des points annuels, on a des objectifs pour atteindre cet objectif au moment de la fin du contrat. Et on a des objectifs d'étape. Et on va laisser Frédéric aussi compléter parce que sur sa commune, on est en régie publique, comme ici à Caron d'ailleurs. Je le rappelle, ça a été dit en ouverture. Oui, sur ma communauté d'agglomération, on est effectivement en régie. Moi, je crois beaucoup en ce système-là, notamment parce qu'il y a une façon de fonctionner qui fait que, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas faisable si on n'est pas dans ce système-là, mais je trouve que ça le facilite, cette prise de hauteur pour regarder les choses dans leur ensemble. Et puis ça nous a permis aussi de faire ce système de répercussion sur le prix de l'eau, qui est en tout cas une stagnation, qui n'est pas d'augmentation sur le prix de l'eau, parce qu'on a regardé où il fallait mettre le petit coup de pouce, le petit coup de collier. Et là, d'une collectivité ou d'un EPCI à l'autre, les situations sont différentes selon que vous ayez un rendement élevé ou pas, selon que vous ayez des taux de renouvellement qui soient plus ou moins 1%, c'était très bien, les 1,3, 1,4%. Et là, il faut bien regarder ce qui se passe. L'exemple sur ma communauté, c'est que là où on nous dit qu'il faut faire des économies, notamment de fonctionnement, la première chose que j'ai demandé, c'est de créer 4 postes. Énorme. Ça ne va pas dans le sens des économies. Oui, mais on était sous-staffé, on n'était pas bien équipé en termes de moyens humains pour atteindre les objectifs. Donc ça ne se passait pas bien. Absentéisme, on n'était pas équipé avec de l'ingénierie pour pouvoir accélérer le renouvellement de nos canalisations, pour pouvoir mettre en place des équipes pour réparer les fuites. On a fait une équipe dédiée pour rechercher les fuites. On a créé 4 postes, mais derrière, on a eu un retour sur investissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les équipes étaient mieux dimensionnées. Taux d'absentéisme, vous savez, il est passé de 11% à 3%, parce que les équipes étaient mieux réparties et qu'elles travaillaient en plus grande intelligence et en meilleure sécurité aussi.
Qu'est-ce qu'on a fait? On est passé, je vous l'ai dit, à un rendement de 70 à 78%. Donc on perd beaucoup moins d'eau derrière. Ça veut dire que quelque part, financièrement aussi, nos stocks ils sont optimisés. Donc on s'y retrouve. On a eu des systèmes où on avait des pénalités de fou aussi par rapport à des systèmes sur l'assainissement, des systèmes des versoirs d'orage qui débordaient de la non-conformité. Ça se chiffrait en centaines de milliers d'euros, pardon. Quand même pas, en centaines de milliers d'euros. Eh bien, en fait, on a pu le chiffrer. Chaque année, on a dit, ces postes-là ont coûté tant, regardez l'économie qu'on a faite en face. On a affiché le retour sur investissement. Et là, on s'est dit quoi? Ça valait le coup. Et du coup, on a engagé une dynamique qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de créer des postes. On est même en train de diminuer parce qu'on a encore optimisé. Par contre, nos résultats, ils continuent de monter. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on a pu le répercuter au niveau du tarification pour qu'il n'y ait pas d'augmentation, parce qu'on a aussi embarqué tout le monde dedans et qu'on l'a surtout expliqué. Surtout, on l'a expliqué. Les gens savaient ce qu'on faisait, les gens savaient où allait l'argent de la facture d'eau, et ils ont compris, ils étaient tenus au courant systématiquement. Je peux encore en 20 secondes, ce qu'on a mis en place, c'est que la presse, je me suis amusé pendant 1 an au début du mandat à me dire, est-ce qu'on parle du service de l'eau dans la presse, notre Dauphiné libéré à nous? Ah oui, on en parlait. Tous les 3 ou 4 mois, il y avait un article. Eh bien, ça a débordé ici, et ça a inondé là, et on a fait des travaux qui empêchaient les gens de rentrer chez eux. On ne parlait du service de l'eau qu'en négatif. J'ai dit au service, on lance l'opération 1 mois, une info. Chaque mois, on doit appeler le journal communal pour lui dire ce qu'on fait. Il y a des travaux ici? Oui, regardez, il y a des travaux, mais en faisant ces travaux, on change les canalisations d'eau potable, on va économiser 3 piscines olympiques par année. Là, les gens, ça leur parle. Là, ils comprennent pourquoi ils ont des problèmes de travaux en face de chez eux et pourquoi on fait des choses. Ils ont vu où passer l'argent. Et bien, chaque mois, on a fait passer l'info. On en est à 36 infos en 36 mois. Merci Frédéric. Une question ici, monsieur? Une remarque pour compléter la question sur les cultures et la réponse d'André Bernard. Aujourd'hui, donc je vous prends l'exemple des légumes. On importe en France la moitié des légumes qu'on consomme. On importe ça d'Espagne, du Maroc, Algérie. Voilà. Un légume, c'est 80% d'eau. Donc on importe en fait 80% d'eau à travers la consommation des légumes, sur la moitié des légumes qu'on consomme en France. Et je ne parle même pas du bilan carbone de ce transport depuis ces pays jusqu'à notre lieu de consommation. Voilà, donc tout à l'heure, on parlait du partage de l'eau. Tu disais du partage de l'eau au niveau de tes propos, André, en introduction. Voilà, ça mérite des réflexions. Qu'est-ce qu'on partage là par rapport à cette eau qu'on enlève dans ces pays où ils en ont vraiment besoin pour nous consommer des légumes ici? André Bernard? L'eau virtuelle, c'est-à-dire l'eau qu'on importe par les produits agricoles, et notamment les fruits et légumes, le volume agricole qu'on importe représente le volume d'eau consommé pour l'irrigation en France. L'irrigation, c'est 3,5 milliards de mètres cubes, et les importations de produits agricoles, c'est 3,5 milliards de mètres cubes. Le Maroc a un plan en 2050-2060 d'augmenter sa capacité d'eau disponible de 4,5 milliards. Nous consommons 3,5 milliards en France, toute l'irrigation, toute l'agriculture, y compris l'irrigation gravitaire de l'accro. C'est énorme, 3,5 milliards. Alors, ça ne fait jamais que moins d'1% des précipitations annuelles. Donc là aussi, il faut quand même bien remettre les choses en place. 9% de l'eau prélevée, utilisée par les différents secteurs, mais qu'1% des précipitations. Là, le Maroc a un plan pour développer la disponibilité de 4,5 milliards de mètres cubes d'ici 2050-2060, avec certains financements européens, alors que nous, on n'y arrive pas. Voilà. Donc après, bilan carbone et tout ce qu'on voudra. Quand on regarde ce qui se passe en Espagne, nous, en France, aujourd'hui, on sait stocker 5% de l'eau qui tombe. 5%. 15 milliards de mètres cubes, Séroponçon, ce n'est pas tout à fait 2 milliards. C'est 10 fois Séroponçon. Ce qu'on stocke en France, l'Espagne, elle stocke 50% de ce qui leur tombe sur la tête. Donc, quelquefois, alors c'est vrai que je n'ai pas amené ma bouteille et mon gobelet, mais pour bien comprendre les choses, les précipitations annuelles en France, c'est une bouteille d'1 litre. La bouteille d'1 litre, c'est ce qui tombe. Ce qu'on sait stocker, c'est le petit gobelet à café, celui qu'on boit le café le matin à la machine. Et ce que consomme l'irrigation, c'est un dé à coudre. Au Maroc, il ne tombe pas une bouteille,
ils tombent la moitié de la bouteille, mais ils ont des bols pour stocker et ils ont des bols pour irriguer. L'ambition que nous devons avoir en France, si nous voulons relever le défi de la souveraineté alimentaire et la pérennité de notre système, c'est d'être capable demain de disposer de 15%, c'est-à-dire d'un grand gobelet, et de donner 3 à 4 dés à coudre à l'agriculture. Et avec ça, nous serons encore loin de ce qui se passe ailleurs, et nous pourrons répondre et satisfaire aux besoins de la consommation alimentaire en France, et laisser peut-être à des pays qui n'ont pas beaucoup d'eau, l'eau qu'ils ont besoin pour se nourrir eux-mêmes plutôt que de venir chez nous. Je termine. Sachant qu'au Maroc, les installations, ils ont installé en 3 ans plus de serres que ce qu'il y a sur tout le territoire national en France, en désalinisant de l'eau de mer avec de l'énergie électrique. Donc ils sont à 0 carbone. Voilà, en Arabie Saoudite, pareil. On dessale l'eau de mer pour produire un produit agricole qu'on nous importe chez nous. Et nous, on a le Rhône à côté. On prend l'eau qu'on prélève dans le Rhône, c'est 1 jour du débit du Rhône. Toute irrigation confondue. Je pense qu'il y a quand même quelques questions à se poser. Et je pense que certains s'en posent, tout le monde ne partagera pas forcément cette vision. Ensuite, une question ici, madame. Alors moi, on a parlé de l'eau dans l'agriculture et on pourrait parler aussi de l'eau dans les entreprises. Il y a la grande nappe du Miocène, d'accord? Il y en a une petite par ici, pas loin, qui est la nappe des sables blancs. Et par exemple, on a une entreprise qui pompe l'eau potable pour nettoyer du sable, hein, je veux bien qu'il y ait des besoins. On a parlé tout à l'heure de bureaux indépendants pour contrôler l'eau pompée et ce qu'on ressortait, etc. Tant mieux si ça se fait, parce que dans les entreprises, celui qui contrôle, c'est quelqu'un qui est embauché par l'entreprise. C'est un bureau d'études qui est embauché par l'entreprise, et je trouve que c'est scandaleux. Allez, qui veut réagir sur cette question des entreprises? Jérôme Boutin. Simplement, les entreprises, elles ont une réglementation qu'elles doivent respecter aussi. Hein. Donc, elles ont un droit d'eau, comme beaucoup, comme les agriculteurs. Donc, si à un moment ou un autre, une telle ou telle entreprise pompe dans la nappe du Miocène, c'est qu'elle y est autorisée avec des mètres cubes bien précis. Donc, voilà. Mais moi, ça ne me regarde pas, ça. Attendez un instant, non, si vous voulez réagir brièvement, parce qu'il nous reste 5 minutes. La réponse, Je garde toujours le micro. Alors, vous êtes concerné parce que vous aussi, vous pompez dans la nappe des sables blancs? Oui, bien sûr, pour de l'eau potable. Voilà, mais pas c'est pour la une même, entreprise. hein. Mais c'est la même, oui. Je ne dis pas que ce n'est pas la même. Donc, mais nous, on distribue de l'eau potable. Et pour le moment, pomper dans la nappe du Miocène pour distribuer de l'eau potable, il n'y a rien qui nous l'interdit. Encore heureux. D'accord, mais c'est dommage qu'elle soit pompée aussi pour l'industrie et qu'on ne sait pas... Ah non, mais ça, c'est un autre débat. Hein. Là, ça me dépasse, moi, mes compétences. Allez, on va prendre encore une ou deux questions vraiment brièvement. Allez, il y en a une ici, une ici. Attendez, si vous permettez, peut-être juste apporter un élément. Aujourd'hui, le canal de Carpentras commence à desservir un certain nombre d'entreprises industrielles. Tu as parlé du Placo. Ils se sont raccordés au canal de Carpentras pour avoir de l'eau brute. Et la ville de Marseille, quand vous allez à Marseille, vous buvez l'eau de la Durance. Mais à Carpentras, je n'ai pas le droit de livrer de l'eau au syndicat pour la potabiliser. C'est quand même un peu... On peut se poser des questions. Effectivement, ça semble légitime. Une question ici, très brièvement. Je vais garder le micro aussi, monsieur. Je voulais savoir ce qui a été fait pour les plantations d'arbres et aussi comment on calcule le forage, les mètres cubes de forage particulier. Qui veut prendre cette question? Carole Toutain? Les forages sont soumis à autorisation à partir d'un certain volume, mais voilà, c'est une demande qui est faite. Aujourd'hui, l'agriculture, on a ce qui s'appelle un OUGC, Organisme unique de gestion concertée de l'eau. Tous les forages des irrigants sont déclarés. Ils doivent faire une prévision de prélèvement. On fait ce qui s'appelle un plan de répartition de l'eau et ils déclarent ce qu'ils ont prélevé. Alors, je ne fais pas le gendarme. S'il y en a qui n'ont pas déclaré, c'est leur problème. Mais aujourd'hui, nous avons 4 ou 5 000 forages de déclarés référencés, géoréférencés, avec un numéro, un volume attribué et un volume déclaré.
Je ne parle pas des prélèvements individuels des particuliers qui sont en dessous d'un certain volume. Je parle des usages professionnels. Ça, aujourd'hui, nous, on le pose sur la table. Allez, on va prendre un Moi, complément. peut-être juste sur les arbres. Allez, Je oui, ne tout à fait. sais pas si j'ai bien compris la question, mais juste dire que le département a un dispositif qui s'appelle Planter 50 000 arbres en Vaucluse et qui consiste, pour justement inciter à la végétalisation, à fournir des arbres aux communes, intercos, syndicats, enfin toutes les structures publiques qui veulent végétaliser, que ce soit en milieu urbain, périurbain, dans l'idée justement d'apporter des îlots de fraîcheur plutôt en milieu urbain. Enfin, donc ça participe à la végétalisation du territoire. Merci. Une dernière question ici. S'il vous plaît. Donc, j'ai compris que d'un côté, il y avait bien sûr les utilisateurs d'eau qui sont nombreux et divers. J'ai compris qu'il y avait aussi ceux qui savaient gérer, qui faisaient. J'ai entendu ça aussi avec beaucoup d'intérêt. Par contre, au niveau de ceux qui encadrent, contrôlent, délégation de services publics, comme l'eau est une ressource rare, pour finir, quelle est la bonne maille territoriale pour éviter les doublons? Là, j'ai vu entendre parler de départements, de régions, l'Europe. Aujourd'hui, je voulais sur la commune de Caron. Donc, je m'interroge sur la bonne maille pour prendre les décisions au niveau d'une ressource qui est relativement rare. On parle de la Durance. La Durance, c'est d'abord, bien sûr, le bassin du Rhône au sens très large. C'est bien sûr toute la vallée de la Durance. Quelle est la bonne maille territoriale pour gérer de façon optimale ces problèmes-là? Et existe-t-elle donc? Et il n'y a pas de maille bien précise parce que les mailles de territoire, elles dépendent surtout des ressources. Nous, par exemple, je vous disais tout à l'heure qu'on a 75% de notre ressource qui viennent de la nappe alluviale du Rhône. Eh bien, on dessert de Sorgues jusqu'à Carpentras et après d'autres petites nappes qui nous permettent d'aller jusqu'au sommet du Mont Ventoux. Donc, c'est le territoire du réseau et des ressources qu'il y a sur ce même territoire, pour ne pas amener de l'eau dans un territoire trop éloigné, quoi. Voilà. C'est un peu ça la règle. Mais bon, peut-être que Freddy pourrait en dire un peu plus. Mais... Pour conclure, peut-être. Alors ça, c'est une très bonne question. Parce que c'est difficile de se dire quelle est la maille idéale. Bien sûr, dès lors qu'on parle d'eau, il y a une question de bassin versant qui entre en ligne de compte, mais on sait bien que nos bassins versants, c'est 6 grands bassins hydrologiques au niveau de l'Hexagone, et après des découpages, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui avec les EPTB, les épages, enfin bref, on n'y comprend plus grand-chose là-dedans, mais ça veut dire que quelque part, il y a une imbrication. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a que des cas particuliers, c'est-à-dire que un découpage à un endroit peut être opportun là où il ne l'est pas forcément ailleurs. Ça n'aide pas à ce que je dis, mais ça va quand même dans le sens de faire confiance aux collectivités locales, de faire confiance aux acteurs locaux, parce qu'ils connaissent leur territoire, parce qu'ils connaissent leur bassin versant, et que parfois, ils connaissent les bons rouages pour savoir ce qu'il faut faire. Ça ne répond pas à votre question, mais ça veut dire quand même que... c'est bien que de là-haut, on nous dise ce qu'il faut faire, qu'on nous surveille, mais de vouloir mettre tout le monde comme ça sur la même façon de procéder, ça a des avantages et ça a aussi parfois beaucoup d'inconvénients. Vous l'avez compris, tout ce qui est de la décentralisation, tout ce qui est qui donne un petit peu de la souplesse et de la possibilité de prendre les bons choix au niveau local. Moi, c'est en ça que je crois. Est-ce que finalement, peut-être juste pour terminer, la bonne maille, puisque c'était ça la question, ce ne serait pas une optimisation de la coopération entre tous ces acteurs, vraiment fluidifier la coopération entre les différents acteurs territoriaux? Oui, en fait, la vraie solution, elle est ici, dans la manière dont les gens échangent entre eux. Après, il y a des structures qui existent, tout ça, qui vont jusqu'aux des structures décisionnaires et qui vont jusqu'aux citoyens, jusqu'aux associations. Il y a des structures qui le permettent. Dans une intercommunalité, il y a des conseils de développement, il y a des CCSPL, des commissions consultatives sur les services publics où les associations sont impliquées. On a les comités de rivière qui intègrent les usagers. On a tout le mouvement citoyen aussi qui peut être intégré. Chacun a sa place, mais tout le monde a quelque chose à dire. Et puis à la fin, les décideurs, ils décident, mais c'est bien qu'ils puissent le faire lorsqu'ils ont consulté à peu près tout le monde. Merci Freddy Ray, merci à tous. On peut les applaudir à nouveau. Allez, il est temps de conclure cette soirée. Je vous remercie à vous d'être venus nombreux ce soir. Et avant de vous inviter pour un moment convivial qui va se passer juste derrière les panneaux et on va allumer la lumière grâce à la Biocoop de Carpentras qui propose ce buffet. Je remercie à nouveau l'ensemble des partenaires. On a parlé pas mal d'Europe ce soir et vous avez compris que c'est aussi grâce au programme Leader qu'on est là. Et on va essayer de poursuivre
encore ce printemps avec une prochaine conférence. Le prix de l'eau, ce sera aussi un des sujets de notre prochaine conférence. J'espère que vous aurez envie de revenir et de revoir peut-être cette conférence en replay sur le site sans transition magazine.info. Merci, bonne soirée.